We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Vous m'entendez? Yes, we are. Vous voyez la carte là? Qui d'entre vous l'a eu un jour sur son mur, dans sa classe? Levez la main. Waouh! Avec l'Europe bien au centre en position de force. Vous savez, là d'où Christophe Colomb est parti pour soi-disant découvrir l'Amérique. Là où Gutenberg a soi-disant inventé l'imprimerie. Là où nous avons énoncé une déclaration soi-disant universelle des droits de l'homme. L'Europe, bien au centre. Et d'ailleurs, l'île, Ronchin, bien au centre de l'Europe. Nous sommes un peu les rois du monde, non? Pourtant, quand on va aux États-Unis, c'est plutôt comme ça. Les États-Unis au centre. C'est normal, c'est des Américains. Ils sont fiers, ces Ricains. Ils croient être le nombril du monde. Mais tiens, en Chine, c'est plutôt comme ça. La Chine au centre. D'ailleurs, en mandarin, Chine se dit Zhongguo, littéralement le pays au centre, l'empire du milieu. En conclusion, un même sujet, notre planète, mais des visions très différentes du monde, c'est clair. Notre égocentrisme, finalement, c'est ce qui nous rassemble. Nous sommes tous faits pareil, nous sommes tous des êtres humains. Mais, suivant l'endroit où nous avons vu le jour, nos référentiels, nos modes de pensée, de raisonner, peuvent être radicalement différents. Oui, parce que nous ne sommes pas nés au même endroit, que nous n'avons pas trempé dans le même bain, nous n'avons pas infusé dans la même culture. La première fois où je m'en suis vraiment rendu compte, c'était pendant mes études. J'ai fait une école de commerce fondée par d'anciens 68ards. Nous étions une promo de 70, français, anglais, allemand, espagnol, italien, danois, tous à bosser ensemble. Je peux vous dire, les travaux de groupe, c'était pas toujours simple. Nous, les Français, on sortait des classes prépa. Le must, la voie royale, les têtes bien faites. Premier projet, on se frotte les mains et on pond un truc bien intelligent, bien structuré. Thèse, antithèse, synthèse. Là, les Danois, les Allemands nous regardaient et disons, ils sont cons ou quoi, là, un peu ces Français à se prendre la tête? Puis ils nous disaient, ok, sympa votre truc, mais maintenant, concrètement, on fait quoi? Les Espagnols, eux, vivaient en bande avec leur rythme. Coucher 3h du mat, lever midi. Et sur le coup de 14h, quand nous, on était déjà sur la digestion et qu'on bossait depuis le matin, ils se pointaient la bouche en cœur. Là, je me suis dit, c'est normal. C'est l'Europe. Il y a les Latins, il y a les Vikings. Au moins en Asie, ils ont tous l'air pareil. Ils ont tous l'air zen. Je suis parti dans une université à Bangkok. Sur un même campus, Thaïlandais, Vietnamiens, Laotiens, Cambodgiens, Malaisiens, Indonésiens, Indiens, Pakistanais, Bangladeshis, Népalais, Bhoutanais, Birmans, tous à bosser ensemble. En façade, ils ont l'air zen. Mais quand on commence à observer, tiens, il y en a qui s'évitent. Je m'intéresse alors à leur culture. Et bien sûr, il y a quelques différences sur leur rapport aux personnes, à l'action, au temps, mais rien qui ne justifie de telles tensions. Je me plonge alors dans l'histoire de leur pays et je découvre qu'il y a eu des conflits, des guerres, des massacres, récemment. Je me rends alors compte que toutes ces personnes issues de nationalités différentes avaient réussi à mettre de côté leurs démons du passé, et ce, dans un seul but: apprendre les uns avec les autres, apprendre les uns des autres, et ce,
pour entrer plus fort dans leur pays et les faire grandir. À Bangkok, j'apprends que pour travailler avec quelqu'un, il faut s'intéresser à son histoire, à sa culture, à l'histoire de son pays. Fort de cette expérience, je décide de conclure mes études dans une ville de réputation internationale, cosmopolite, au carrefour des cultures. Lille, où j'ai fait la plus belle rencontre interculturelle de ma vie, sur un pont. Yuki, mon épouse depuis bientôt 18 ans. Elle est japonaise. Puis, j'ai vu un triangle vert, presque un origami, et ce fut mon premier vrai job. Une aventure de développement à l'étranger, un truc exotique, la Pologne. À notre arrivée à Varsovie, le DG de l'époque nous dit « Bienvenue à Varsovie ». Mais en fait, c'est plus Varsovie. Oh bon? Non, tu vas voir, c'est un endroit magnifique, c'est l'un des plus beaux endroits de Pologne, encore très préservé. Białystok. Ah, il y en a qui rigolent, qui connaissent. Białystok. Ah, écoutez, Białystok, c'est simple. Pour le coup, la Pologne, c'est pas un triangle, c'est un carré. Varsovie est au centre. Vous faites un trait direct vers le nord-est, l'endroit le plus froid de Pologne. Une seule route défoncée par les camions qui arrivent de Russie et de Biélorussie. Sexy, sympa, non? Bah, c'est Białystok. Eh ben, c'était génial. J'ai recruté des équipes pour un job où ils n'avaient aucune idée. Tout ce qu'ils voyaient, c'était un boulot. Ils n'avaient jamais mis les pieds dans une grande surface de leur vie. Par exemple, ils pensaient qu'il y avait une caisse dans chaque rayon, comme dans un marché, quand vous passez de stand en stand. Les clients, à l'ouverture, prenaient un chariot et attendaient les instructions. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le produit, je le prends tout seul, vous me le donnez? Nous avons même eu des clients qui sont venus en charrette à cheval. Ne jamais partir du principe que les gens, a priori, savent même des choses qui, pour nous, peuvent sembler évidentes, comme aller faire ses courses. Non, il n'y a pas d'évidence dans l'interculturalité. Un enfant né à Varsovie, et hop, nous voilà partis pour l'Italie. Ah, l'Italie. Le soleil, la pasta, le bel canto. Et puis bon, ayant déjà pas mal bougé, une épouse japonaise, l'adaptabilité, je maîtrise. Eh ben non, c'est pas pareil. C'est pas loin, mais c'est pas pareil. Par exemple, en Pologne, le management, c'est assez froid et direct. Si un collaborateur a mal monté une TG, vous le prenez, vous lui expliquez qu'il faut changer, et hop, pas trop de discussion, c'est parti. Puis le soir, on va boire un coup ensemble, pas de problème. Ça, en Italie, ça marche pas. En Italie, il faut prendre son temps. Il faut expliquer au collaborateur qu'il a fait un super job. Vraiment un super boulot. La TG, elle est vraiment top, c'est vraiment génial. Mais pourtant, il y a peut-être un petit truc, un petit détail qu'on pourrait encore changer et améliorer. Et là, ça serait encore mieux. Et là, ça va le faire. Et oui, c'est pas loin, mais c'est pas pareil. Si je devais tirer un enseignement, une clé, de toutes ces expériences, je dirais que pour appréhender l'interculturalité, il faut d'abord savoir écouter. Écouter. Écouter vraiment. Écouter en silence, sans chercher à contredire ou à argumenter. Écouter afin de comprendre quelles sont les motivations qui poussent l'autre à agir de telle ou telle manière. Se reposer de soi. Se reposer de soi, c'est d'abord lâcher ses peurs. Nous sommes tous un peu xénophobes. Pas racistes, xénophobes. Littéralement, la peur de l'autre. Parce qu'évidemment, aller vers l'autre, ça nous remet en cause. Ça remet en cause nos convictions, nos croyances, nos certitudes, qu'on a tellement ancrées au fond de nous-mêmes qu'elles sont devenues nôtres, qu'elles sont devenues nous. Regardez donc le monde dans lequel nous vivons. Il n'a jamais été aussi ouvert. Internet, vous prenez votre téléphone et en 2 secondes, vous êtes en contact avec l'autre bout du monde. Et pourtant,
il y a un type, il y a quelques mois, aux États-Unis, un sacré trouillard, qui a été élu sur la promesse de monter des murs. Quand on a peur, on monte des murs. Le pape François, je ne suis pas particulièrement religieux, a fait cette réponse à Trump. Au XXIe siècle, le défi, ce n'est pas de monter des murs, c'est de construire des ponts. J'ai adoré. Parce que le pont, bien sûr, il permet à l'autre de venir vers nous, mais il nous permet aussi d'aller vers l'autre. Et c'est cette réciprocité qui fait que l'on va pouvoir construire ensemble. Mon boulot chez ADO, c'est de construire des ponts. Des ponts entre les chefs de produits des différentes BU. Des ponts entre les BU et les équipes de Terradéo. Des ponts, parfois, entre équipes de Terradéo. Pour pouvoir construire ensemble. Moi, ce que j'adore, c'est passer de l'autre côté du pont. Ça me décentre et je vois plus juste. Et le moment magique, c'est quand l'autre décide à son tour de franchir le pont. Chez ADO, je vis aussi des moments comme Audacity. Moments forts, événements inoubliables, mais encore très franco-français, très ronchino-centrés, très masculins, tous ensemble, mais essentiellement d'un seul côté du pont. Je vous ai dit tout à l'heure que Yuki et moi sommes donc mariés depuis bientôt 18 ans. Yuki qui est japonaise. Je crois qu'une des clés de la réussite de notre relation, c'est parce qu'elle connaît très bien la culture française, je connais assez bien la culture japonaise, il y a un équilibre. Ce qui nous permet de comprendre, d'appréhender nos comportements, nos réactions. Nous nous écoutons. Alors bien sûr, nous avons aussi nos discussions, parce que comprendre ne veut pas nécessairement dire être d'accord. Mais nous avons réussi à construire un pont. Nous nous sommes décentrés de nos cultures respectives. Notre fils, Yoshimi Théophile, lui, est nativement décentré. Nous ne lui avons jamais dit qu'il était 50-50. Nous lui avons toujours dit qu'il était et français et japonais. Il n'est pas d'un côté ou de l'autre du pont, ni au milieu. Il est des deux côtés à la fois. Il circule sur le pont, au gré de ses humeurs, des situations. Il prend le meilleur des deux rives. Et ça ne le trouble pas, bien au contraire. Il n'en est que plus fort, plus solide. D'ailleurs, son nom en japonais, Yoshimi, signifie « cœur serein ». C'était prémonitoire. Circuler librement sur le pont. Passer d'une rive à l'autre. Faire le lien entre deux personnes. Être le lien entre deux cultures. Elle est là, la vraie richesse. Merci. Yes, we are.